Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire. Je suis Amélie Alakrafi, la députée des Français d'Afrique et Moyen-Orient, Océan Indien. Merci d'être là et surtout un grand merci à nos trois notaires ici présents qui vont répondre à vos questions. Je ne veux pas être trop longue pour être sûre qu'on prenne le temps pour écouter nos trois experts ici présents. Vous dire que il est important d'être bien informé et qui dit compatriote bien informé dit compatriote qui peut répondre et pouvoir gérer les situations les plus difficiles quand elles arrivent. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est que vous soyez le plus informé possible des différences dès lors que vous partez dans un pays en expatriation. Et là, en l'occurrence, à Madagascar, nous avons ici des notaires spécialistes de Madagascar et je voudrais remercier aussi le poste consulaire qui a fait ce genre de rencontres et des notaires ont pu vous répondre au consulat. Donc vraiment merci au consulat aussi d'avoir organisé ces rencontres. Je vais laisser Maître Ndiaye modérer, mais rappelez que vos micros doivent rester coupés s'il vous plaît. La vidéo vous sera partagée et un guide sera rédigé à la suite de cet échange que vous pourrez consulter, que vous aurez par email. Et pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, les questions dans le chat. Bonjour à tous. Alors, merci de nous accueillir pour pouvoir développer le sujet de l'expatriation à Madagascar. Donc, je suis Aïssa Ndiaye, je suis notaire et je suis déléguée pour le point de l'Afrique au Conseil supérieur du notariat. Donc, le Conseil supérieur du notariat, c'est notre organisation professionnelle qui est habilitée à s'exprimer au nom des notaires de France. Le Conseil supérieur du notariat constitue un pont entre l'institution notariale et les politiques nationales du notariat. Donc, le CSN international a été créé en 2013 et intervient via ses experts notaires pour développer coopération judiciaire. Il organise des événements, de manifestations, également des partenariats, notamment. Donc, il y a 29 accords de coopération avec 19 pays. Et le notariat français met son expertise à disposition des gouvernements, des organisations internationales et des notariats étrangers en matière de sécurité foncière, formation, organisation notariale, déontologie, lutte contre le blanchiment notamment. Et donc aujourd'hui, nous nous voyons pour parler de l'expatriation à Madagascar et les impacts sur vos droits. Donc pour intervenir, donc, nous avons deux experts qui sont également délégués au pôle français de l'étranger au Conseil supérieur du notariat. Il s'agit de maître Cécile Sainte-Godest et maître Olivier Lecomte. Alors, je vais peut-être donc vous laisser vous exprimer. Donc, je vais peut-être commencer par vous. Alors, juste avant, pardon de couper, oui. Votre élu, vous avez la chance d'avoir des élus locaux aussi à l'étranger, et on les appelle les conseils des Français étrangers. Et Jean-Hervé Fralin vient de se connecter. Merci à toi d'avoir déjà diffusé l'information de ce webinaire. Et je te laisse la parole avant qu'Aïcha laisse la parole aux experts notaires. Merci beaucoup, Madame la députée, chère Amélia. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de retrouver deux notaires que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à Madagascar dans une réunion de travail au Consulat général de France et lors d'une conférence qu'ils ont organisée à l'Institut français de Madagascar avec deux ou trois confrères à eux malgaches notaires ici, puisqu'il y a un partenariat entre les notaires malgaches et les notaires français. Cette conférence avait été très intéressante. Avec ma petite équipe de l'association Mieux Vivre Ensemble à Madagascar, nous en avions rédigé un compte-rendu et je l'avais envoyé d'ailleurs à Maître Olivier Lecomte. Je pense que vous l'aviez reçu. On a eu un problème pour le rendez-vous qu'on s'était donné. J'espère que ce n'est donné que partie remise et qu'on pourra valider prochainement ce compte-rendu avec les échanges de cette journée d'aujourd'hui. Bonjour à tous et merci beaucoup. Ah, pardon. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Pralin. Donc, je vais laisser la parole donc peut-être à Cécile pour commencer. Bonjour à tous, donc Cécile Sainte-Cluc, je suis notaire à Carcassonne et je suis spécialisée en droit international privé, donc j'ai le plaisir d'accompagner des clients en situation d'expatriation au quotidien. Alors, je laisse la parole à Olivier, Maître Lecomte.
Ah, on ne vous entend pas. Il faut remettre le son. Je peux le faire. Voilà. C'est bon. Donc, bonjour, Olivier Lecomte, notaire à Paris, également spécialiste en droit international. Et pour Monsieur Fralin, je fais la petite réponse. Il n'y a pas de souci, je vous oublie pas. C'est pour bientôt. Cécile, je te laisse expliquer pour commencer les régimes matrimoniaux en DIP. Oui, avec plaisir. Si ça vous convient qu'on commence dès maintenant nos explications? Oui, très bien. Très bien. Alors, quelques explications tout d'abord sur les différents types d'unions. En ce qui concerne le concubinage, il est reconnu en France. Il est également connu à Madagascar, mais il n'y a pas de statut juridique, hein, donc il est traité comme une société de fait, hein. Les juristes comprennent ce dont il s'agit. Le partenariat, c'est-à-dire ce que l'on appelle nous en France le PACS, hein, le pacte civil de solidarité, est reconnu, il n'est pas connu à Madagascar. Alors il y a des conditions, hein, pour souscrire, pour se marier. Il faut avoir 18 ans. Il y a une exception en France quand on a plus de 16 ans. Et avant l'âge de 18 ans, également à Madagascar, il y a des autorisations qui peuvent être données par une autorité judiciaire. En France, on peut se marier avec une personne du même sexe ou du sexe opposé, alors qu'à Madagascar, le mariage est simplement connu entre personnes de sexe opposé. Il n'y a pas de bigamie autorisée en France ou à Madagascar. Et donc, la comparution lorsqu'on doit se marier est obligatoire, hein, pour la personne française quand on se marie en France, et comparution obligatoire des deux époux à Madagascar. En ce qui concerne la forme, hein, autant la France que Madagascar ont un registre, hein, d'état civil. Et donc, voilà, il y a des enregistrements des actes à l'état civil. En France, c'est l'officier d'état civil, hein, qui va avoir la compétence. Et à Madagascar, le mariage sera célébré devant un officier d'état civil en présence de 2 témoins qui doivent avoir au moins 21 ans. Donc, passer ces détails, hein, des explications par rapport au mariage, à la célébration du mariage, ce qui est important lorsque l'on est dans un contexte d'expatriation, c'est de savoir déterminer sous quel régime on est signé, on est marié, et savoir si on a signé un contrat de mariage ou pas de contrat de mariage, si on doit signer un contrat de mariage ou pas, puisque selon ce que l'on décide de faire, cela va avoir des conséquences, notamment en cas de succession, en cas de séparation, en cas de divorce. Alors, en France, nous appliquons le droit international privé. Et en droit international privé, lorsqu'on a un mariage entre la France et Madagascar, c'est-à-dire soit un Français et une personne de nationalité malgache, à ce moment-là, nous, on doit déterminer le régime matrimonial. Il y a de notre point de vue en France, il y a, pour déterminer quelle est la loi applicable au régime matrimonial, 3 grandes étapes. La première période va s'appliquer aux mariages qui ont été célébrés avant le 1er septembre 1992. On appliquait alors un principe, c'est l'autonomie de la volonté. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir, les époux choisissent sous quel régime ils veulent être mariés, et un indice prépondérant, c'était celui du premier domicile commun. La loi du premier domicile commun s'appliquait en principe au régime matrimonial. Il y avait une permanence de rattachement. Ensuite, pour les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, nous appliquons la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Là, les principes sont que, en l'absence de choix de loi, va s'appliquer la loi de la première résidence habituelle des époux, en l'absence de résidence habituelle des époux, à la loi de leur nationalité commune, ou à défaut, la loi de l'État avec lesquels les époux ont les liens les plus étroits. En cas d'un couple ayant vécu dans un pays
qui n'auraient pas signé de contrat de mariage et qui vivraient pendant plus de 10 ans dans l'un des pays, ou lorsque l'un des époux reviendrait dans le pays, vivre dans le pays dans lequel il y a la nationalité, il peut y avoir une mutabilité automatique pour la loi dans laquelle ils vont s'installer et vivre, par exemple, pendant plus de 10 ans, ou un retour sur le territoire dont on a la nationalité. Donc attention, pour les personnes qui sont mariées entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, il faut vérifier, lorsqu'on est resté pendant un certain temps dans un État, ou lorsqu'on revient vivre dans son État dans lequel on a la nationalité, s'il n'y a pas un changement du régime matrimonial. Ensuite, depuis le 29 janvier 2019, nous appliquons, nous, de notre point de vue français, le règlement européen qui a été décidé par le Conseil européen en 2016. Et donc, selon ce règlement européen, il y a la possibilité de désigner, de faire un choix de loi. Donc, ça peut être la loi de l'État dans lequel au moins un des époux a sa résidence habituelle au jour de la conclusion de la convention, ou la loi d'un État dont au moins l'un des époux a la nationalité au moment où le mariage est conclu. Et à défaut de choix de loi, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas signé de contrat de mariage, ce sera la loi de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou à défaut la loi nationale commune. Il n'y a plus de mutabilité automatique. Donc là, nous parlons bien des personnes qui se sont mariées depuis le 29 janvier 2019. En ce qui concerne le Madagascar, la loi qui est applicable en principe au régime matrimonial est la loi nationale du mari. Mais il y a quelques subtilités que je te laisse développer, Olivier. Voilà. Donc, pour reprendre bien, parce que c'est assez complexe et on démarre avec un sujet qui est les régimes matrimoniaux, pour que vous compreniez bien, on essaie avec Cécile de vous indiquer que votre régime matrimonial, tel que vous le supputez, n'est peut-être pas le vrai régime que vous avez en tête. Parce qu'en réalité, en fonction de la date de votre mariage, si vous n'avez pas fait de contrat, si et seulement vous n'avez pas fait de contrat de mariage, vous êtes peut-être soumis à un régime qui n'est pas celui que vous pensiez. D'accord? Donc, pour que ça soit plus facile et qu'il n'y ait pas de soucis, la première préconisation qu'on vous fait, c'est faites un contrat de mariage préalablement à votre mariage pour éviter justement qu'on ait à se poser la question de savoir si vous êtes marié sous le régime français ou sous le régime malgache ou sous un autre régime. Ça, c'est le premier point. Tout ce qu'a développé Cécile, les 3 positions, ça s'applique que si on n'a pas fait de contrat. Maintenant, il faut quand même que vous sachiez également, avant que je vous explique les régimes matrimoniaux malgaches, que on a des fois des surprises, nous les notaires, lorsqu'on traite des dossiers, avec les gens qui pensent ne pas être mariés et qui le sont à partir du moment où on reprend le narratif. Et c'est un cas qui pourrait arriver avec l'île de Madagascar. Pourquoi? Parce qu'à Madagascar, vous pouvez vous marier civilement, comme en France, mais en France, il n'y a que le mariage civil qui existe. À Madagascar, vous avez le mariage traditionnel, celui qui se fait devant le chef de la Faux-Comptanie qui assiste à votre mariage. Et vous pourriez vous dire, ah ben non, mais moi j'ai fait un petit truc sympa dans le village, c'était une coutume, je suis pas marié. Vous pourriez être marié rien qu'à la réalisation de cette cérémonie. Donc soyez prudents. Alors pour revenir au régime matrimonial malgache, il est très proche, ce régime malgache, on l'appelle la Zara Mira, il est très proche du régime français. Nous, en France, le régime légal qui s'applique lorsqu'on ne fait pas de contrat de mariage, ça s'appelle le régime de la communauté réduite aux acquêts. C'est un régime dans lequel tout ce que vous aviez avant de vous marier reste votre propriété, tout ce que vous héritez de vos parents reste votre propriété, mais par contre, tout ce que vous allez acquérir avec votre conjoint pendant le travail, que ça soit votre femme qui l'a acheté ou vous, à partir du moment où vous êtes marié et que il y en a un qui a payé le bien et que l'autre n'a pas dépensé l'argent, on estime que c'est un bien qui a été acquis grâce aux efforts des deux et qui doit profiter aux deux. Donc, on regarde les biens acquis à partir de votre mariage. Quel que soit le nom, on considère que le profit de ces biens, c'est moitié-moitié. Ben, à Madagascar, c'est la même chose, sauf qu'ils ont une toute petite différence. Ils considèrent à Madagascar, dans ce régime, que les revenus des biens personnels restent à l'époux
ou à l'épouse. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vos parents qui décèdent, vous héritez d'un appartement à Paris. Vous êtes marié sous le régime légal français, les revenus de cet appartement, ils tombent sur un compte qui appartient à vous et à votre femme. Eh bien, à Madagascar, si vous êtes le monsieur et que vous avez hérité des biens de vos parents, les revenus de cet appartement de Paris, eh bien, on considérera qu'ils vous appartiennent qu'à vous, qu'ils n'ont pas été à partager avec votre épouse. Donc, la communauté va un petit peu moins loin que la communauté française. Elle protège un peu plus les biens qui viennent de la famille de monsieur ou de madame. Et d'ailleurs, on aura même un autre exemple tout à l'heure dans les successions, puisqu'on dit que s'il n'y a pas d'enfant, les biens qui viennent de monsieur doivent revenir aux héritiers de monsieur et pas aux héritiers de madame s'il n'y avait pas d'enfant. Voilà pour les régimes matrimoniaux. Vous avez la possibilité, encore un petit point, à Madagascar, vous avez la possibilité, je te redonne la parole dans 2 minutes, Cécile, Oui, ça va. de faire un contrat de mariage, mais vous n'êtes pas obligé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de notaires encore à Madagascar. Donc, c'est mieux de faire un contrat de mariage. Le notaire va vous dire sous quel régime vous êtes. C'est préférable. En plus, en France, on sait que vous êtes soumis à ce régime. Mais si vous ne pouvez pas faire de contrat de mariage, vous avez une deuxième option qui est de déclarer le régime que vous choisissez devant l'officier d'état civil qui va recevoir votre mariage. Donc, à l'occasion de la cérémonie, vous pouvez dire, moi, je choisis d'être soumis sous le régime de la séparation de biens. Il est noté dans votre acte de mariage tout de suite que vous avez opté pour le régime de la séparation de biens. Il n'y a pas de contrat, donc on ne va pas dire, comme dans un contrat, moi, j'ai ça que j'avais au jour où je me suis marié, j'ai hérité de ça. Donc, un contrat, c'est mieux parce qu'on va plus loin. On prévoit tout ce qui est dans le patrimoine des uns et des autres, mais c'est mieux que de ne rien intituler du tout. Ça, on ne peut pas le faire, nous, en France, déclarer devant l'état civil un choix d'option sur un régime matrimonial. À Madagascar, vous avez cette possibilité-là. Voilà, je te redonne la parole, Cécile. Je pense qu'on peut parler maintenant du régime, enfin des lois applicables en matière de succession, si tu veux, Olivier. D'accord. Et si nous avons des questions qui viennent ensuite par rapport au divorce, les lois applicables, etc., on y répondra directement. Ça te va? Oui, bien sûr. Alors, en matière, on prend les grosses matières, là, vous voyez, je vais vous dire sous quel régime vous êtes, parce que si demain vous venez à divorcer ou si vous venez à mourir, j'ai besoin de savoir les biens qui appartiennent à monsieur ou à madame. Et le régime matrimonial va dire comment on partage les biens que vous avez. C'est pour ça qu'on a commencé par le régime matrimonial. Maintenant, on vous fait mourir ou on vous fait divorcer, donc il faut qu'on sache comment on partage cette masse qu'on vient juste de définir. Alors, on a des règles qui s'appliquent pays par pays. La France, nous appliquons désormais le règlement 650-2012. C'est un règlement européen dans lequel la loi applicable, c'est le critère de la dernière résidence habituelle du défunt. Ça veut dire que si, au moment du décès, le décujus, c'est-à-dire la personne qui vient de décéder, est résident à Madagascar parce qu'il est parti vivre sa fin de vie là-bas, on va considérer purement et simplement que c'est la loi malgache pour la France qui s'applique tant aux biens qui sont situés à Madagascar qu'aux biens qui sont situés, donc même des biens immobiliers. S'il y a un appartement à Paris, nous, les notaires français, on ira demander à un notaire de Madagascar, en fonction du code civil, qui hérite de cet appartement, et on n'appliquera pas le code civil français. Ça, c'est la position de la France qui a donc signé ce règlement succession. La France a prévu, avec ce règlement succession, la possibilité de déroger à cette résidence habituelle en faisant ce qu'on appelle une profession iuris. Une profession iuris, c'est la possibilité que vous avez de dire « je ne veux pas que ça soit la loi de Malgache qui s'applique parce que je ne la connais pas. Moi, je suis de nationalité française. Dans mon testament, je vais dire que je veux que ça soit la loi française qui s'applique parce que moi, le code civil, je le connais, j'ai toujours vécu en France, je viens finir ma vie à Madagascar, c'est plus facile pour moi de rester sous la loi française. » Ça, c'est possible de choisir uniquement votre nationalité, la loi de votre nationalité. Si vous avez plusieurs nationalités, vous pouvez choisir l'une des lois de votre nationalité. La question est de savoir si, à Madagascar, les notaires vont accepter d'appliquer ce choix. Alors, à Madagascar, ce n'est pas prévu de désigner une loi applicable, mais les notaires que nous avons rencontrés nous ont confirmé qu'ils respectaient les professions juristes, c'est-à-dire le choix d'une loi applicable,
et que c'était appliqué dans le pays. Donc, si vous avez un souci et que vous avez peur d'appliquer la loi malgache parce que vous ne savez pas qui va hériter, vous avez la possibilité préalablement de choisir la loi française. Maintenant, si vous n'avez pas fait de profession juris, comment ça se passe? Nous, en France, on va dire que c'est la loi de la résidence habituelle. Dans notre cas de figure, je fais mourir quelqu'un à Madagascar, donc ça va être la loi de Madagascar. Madagascar, eux, ils ont leurs règles à eux. Et ils font une distinction entre le mobilier et l'immobilier. Le mobilier, c'est quoi juridiquement? C'est votre voiture, votre argent, votre mobilier meublant, votre fonds de commerce. Tout ça, ça s'appelle du mobilier juridiquement. Et la loi applicable selon la loi malgache, c'est la loi donc de la dernière résidence. Ouais, voilà. Dernière résidence habituelle du défunt. Par contre, ils font une distinction qu'on faisait avant la réforme française, dans lesquelles on dit que pour les immeubles, ça va être la loi de situation de l'immeuble. Donc, il peut y avoir, selon le Madagascar, deux lois applicables. Une qui est celle pour une succession immobilière et une pour les successions immobilières. C'est-à-dire que pour eux, un appartement à Paris, ils vont pas vouloir dire qui sont les héritiers, ils vont dire allez voir un notaire français qui va vous dire qui sont les héritiers selon le code civil français. Alors que nous, on renvoie directement vers la loi de la résidence habituelle. Voilà, donc difficulté si vous n'avez rien prévu, parce qu'on se retrouve avec deux lois différentes dans lesquelles on a des choix différents et donc un arbitrage qui doit se faire. Et c'est pour ça qu'on applique, nous, les règles de droit international privé, qui sont des règles qui disent quelle sera la loi réellement applicable vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de Madagascar pour qu'on puisse régler cette succession. Alors, pour éviter justement d'avoir des difficultés, c'est plus facile de procéder en amont à un choix ou à une étude de votre dossier pour qu'on puisse vous indiquer s'il va y avoir une difficulté au jour de votre décès dans le règlement de votre succession. Cécile. Oui, c'est important de bien vérifier quelle va être la situation, puisque selon la loi applicable, le conjoint survivant n'aura pas les mêmes droits et n'aura pas la même protection. Il faut savoir notamment que si vous êtes français et que vous souhaitez que la loi française s'applique à votre succession, vous allez pouvoir protéger votre conjoint en lui laissant, donc il aura au minimum des droits qui seront réservés dans la succession, avec soit un quart en pleine propriété, soit l'usufruit de la totalité de la succession. À Madagascar, il y a une protection, mais avant de... quand vous êtes dans un contexte d'expatriation, il faut bien vous vérifier, selon la personne que vous voulez protéger, si c'est le conjoint, s'il aura la même protection sous la loi malgache que ce qu'il aurait sous la loi française. Donc ça, première chose, c'est bien vérifier auprès d'un professionnel qui pourra vous aider à préparer votre succession. Cécile, c'est bien que tu fasses cette petite distinction parce que justement, on n'a pas les mêmes droits entre Madagascar et la France pour les épouses. En France, l'épouse ou le conjoint, c'est pas toujours le monsieur qui meurt le premier, ça peut être l'inverse. Le conjoint est protégé à un droit soit en usufruit, soit au minimum un droit d'un quart. Et bien à Madagascar, l'époux ne fait pas partie de la liste des héritiers. C'est d'abord les enfants, les petits-enfants, et l'épouse, si elle n'est pas prévue dans un testament, elle ne peut rien revendiquer. Donc, si vous avez, vous avez le souhait de protéger votre épouse, il faudra avoir peut-être pour faire un testament à Madagascar, peut-être pour faire une désignation de loi française. Il y a quelque chose à faire. Puis on a aussi une autre différence importante, c'est que à Madagascar, il n'y a pas de réserve. Nous, en France, vous ne pouvez pas déshériter en entier vos enfants ou vos petits-enfants. À Madagascar, vous pouvez les déshériter, sauf si c'est des mineurs, et dans ces cas-là, il faut qu'ils demandent encore au moment du décès à venir récupérer une quote-part. Donc, si vous voulez déshériter vos enfants, en gros, vous avez plus intérêt à aller chercher la loi malgache qui vous le permettrait, alors que la loi française vous y autoriserait pas. Bien qu'on ait un article 913 alinéa 3 sur les biens situés en France du Code civil qui maintenant essaye justement d'éviter qu'on puisse déshériter via une loi étrangère des enfants résidant en France sur les biens situés en France. Alors, quand on veut préparer sa succession, évidemment, avec le conseil, le notaire qu'on aura choisi, on va préparer un testament. Dans un contexte international, c'est ce que nous préconisons, nous. Et il peut avoir différentes formes. Alors,
En France, on peut prendre une feuille de papier et écrire ses dernières volontés à partir du moment où c'est daté et c'est signé. Ça s'appelle un testament holographe. Ce sera accepté. La forme de ce testament est également acceptée et reconnue à Madagascar. En France, autrement, on peut établir un testament, ce qu'on appelle authentique, c'est-à-dire soit devant deux notaires, soit devant un notaire avec deux témoins. À Madagascar, il doit être établi par acte public. Donc, bien vous renseigner sur la forme du testament avant, lorsque vous préparez votre succession. Oui, et quand même, entre les différents testaments, on peut aussi préciser que le testament authentique ou international, qui est un testament reçu par le notaire, a une force quand même plus importante parce que il est reçu devant un notaire qui constate que ce jour-là, vous avez bien toute votre tête, ce qui évite quand même que le juge puisse penser que vous avez écrit votre testament sous la contrainte d'un pistolet et que qu'il y a plus de risques, enfin que le testament n'est peut-être pas valable. Donc il est quand même moins contestable lorsqu'il est fait de façon authentique. Mais un testament authentique, ça va nécessiter que vous veniez en France parce qu'on ne peut pas aller le signer à Madagascar ni au consulat. Il faudra que vous vous déplaciez ou que vous le fassiez dans la forme locale, c'est-à-dire dans la forme de Madagascar auprès d'un notaire qui vous conseillera à ce niveau-là. Enfin, vous avez aussi la possibilité, parce qu'en France, on reconnaît les testaments faits par un national français, c'est-à-dire par un citoyen français sous la forme française, même si vous êtes à Madagascar et que vous l'établissez là-bas, pour nous, il sera considéré comme valable. Voilà, alors après avoir donné les règles sur les lois applicables, peut-être que l'on peut aborder la fiscalité, Olivier, pour expliquer Oui. quelles sont les règles de base entre la France et Madagascar. Il n'y a pas de convention fiscale qui permettrait d'éviter la double imposition. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, s'il te plaît? Alors, en matière de succession ou de donation, hein, c'est le même cas. À la différence des conventions, lorsque rien n'est prévu, ce qui est notre cas en l'occurrence, chaque État a le droit d'appliquer sa fiscalité. Ça veut dire que le Code général des impôts de Madagascar peut être appliqué en totalité et le Code général des impôts français peut être appliqué. Or, le Code général des impôts ratisse large, c'est-à-dire que lui, il considère que si vous êtes résident habituel en France, et que vous avez des biens à Madagascar, bah, les biens de Madagascar sont taxables en France. Même si à Madagascar, ils prennent de l'impôt, ils disent, nous, on veut que ce bien soit déclaré en France. Et comme vous avez peut-être payé des droits à Madagascar, ils accepteront qu'on déduise en France les droits de succession que vous avez payés à Madagascar. Alors, vous serez un petit peu mécontent parce qu'à Madagascar, lors de notre dernier passage, on nous a indiqué qu'il y avait bien une loi qui avait précisé qu'il existait des droits de succession, mais elle avait été mise en suspens et aucun droit n'était taxable. Alors peut-être que depuis les derniers événements, il y a des projets qui vont peut-être vous remettre en action les droits de succession. On ne sait pas, on n'a pas encore eu de nouvelles. Avec Cécile, on a regardé, mais on n'a rien trouvé. Vous allez peut-être nous le dire. Mais normalement, à Madagascar, actuellement, selon nos dernières connaissance, il n'y avait pas de droit de succession à payer. Ce qui veut dire que dans mon cas que je viens de vous indiquer, vous êtes résident habituel en France, vous avez une résidence à Madagascar, ben celle-ci sera taxable en France, elle ne sera pas taxable à Madagascar, et les droits de succession seront payés en France en fonction des taux français dus pour les droits de succession. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous n'êtes pas résident habituel en France. Deux possibilités. Si vous n'êtes pas résident habituel en France, tous les biens situés en France ou tous les biens qui sont détenus par des banques françaises, parce que vous pouvez laisser votre argent en France, seront taxables en France, même si vos héritiers sont à Madagascar. Alors, dans ces cas-là, vous aurez des droits de succession à payer sur votre appartement de Paris, sur votre argent qui est sur votre compte BNP Paribas si vous avez de l'argent placé, mais tous les biens à Madagascar, eux, ne seront pas taxés en France. Troisième solution, vous êtes non résident en France, c'est l'article 750 ter 3e du Code général des impôts, mais vos enfants, eux, sont résidents en France depuis plus de 6 ans sur les 10 dernières années. Dans ces cas-là, vos enfants, eux, sont taxables en France sur la totalité des biens qu'ils héritent de vous dans le monde entier. On ne cherche pas à savoir. Vous avez un enfant à Madagascar, vous avez un enfant à Paris.
vous avez votre villa à Madagascar, la moitié revient à votre enfant de Madagascar qui, lui, ne paiera rien en France puisqu'il est à Madagascar depuis au moment du décès. Celui qui est en France hérite la moitié du bien et devra payer des droits de succession sur cette moitié. Donc, c'est quand même à savoir que vous aurez donc cette différence entre les enfants, un taxable et un non taxable. Donc, il faudrait peut-être anticiper votre succession, voir si on ne peut pas faire des donations pour limiter les droits de succession en France. Si vous faites une donation à Madagascar, c'est pas parce que vous êtes à Madagascar que l'État français ne sera rien du tout. Vous avez l'obligation de faire votre donation, de nous le dire, et nous, on doit l'enregistrer au centre des impôts pour pas qu'à votre décès, ça reste taxable pour la valeur au jour du décès. Donc, il faut l'enregistrer et payer les droits de donation et non plus des droits de succession préalables en déduisant éventuellement la valeur de votre usufruit calculée selon le Code général des impôts français en fonction de votre espérance de vie restant due. Donc, pour faire simple, fiscalement, vous avez l'obligation de consulter un notaire français et consulter un notaire malgache, et chacun des notaires va vous dire ce qui est à payer dans son pays. Et si nous, la France, on demande à déclarer les biens taxables à Madagascar, sachez qu'on pourra déduire les droits de succession éventuels que vous auriez à payer à Madagascar parce que l'article 784A du Code général des impôts nous permet d'avoir un crédit d'impôt sur les biens situés à l'étranger. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, juste bien être vigilant sur un bien qui est situé à Madagascar et qui serait donné aux enfants. C'est vrai que c'est vraiment important de signaler que si un des enfants est fiscalement résident en France, il faudra faire la déclaration au service des impôts en France sur les biens donnés, sur ce qu'il reçoit dans l'acte de donation. C'est pas parce que vous donnez un bien immobilier qui est situé à Madagascar qu'il n'y aura rien à payer en France si l'un des enfants est résident fiscal en France. Alors, lors de notre dernier webinaire avec M. Fralin, on avait eu des gens qui nous avaient dit « Ah oui, mais ouais, c'est pas grave, nous, on va pas déclarer cher, comme ça, on ne paiera pas trop de droits de succession. » Mais on avait soulevé ensemble la difficulté qu'ils auraient après au moment de la revente, parce qu'au moment de la revente, à Madagascar, on a de la plus-value qui était calculée sur 25% du prix fois 20%, ce qui représentait 5% du prix de vente qui était dû au titre des plus-values pour l'État. Donc, il n'y avait pas de droit de succession, mais il y avait de la plus-value. Donc, voilà. Nous, en France, normalement, on doit déclarer la valeur vénale. On peut pas se dire, ah ben, on va déclarer moins pour moins payer en France. Et en plus, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt puisque les clients se faisaient rattraper à Madagascar avec une plus-value plus importante à payer. Oui, tout à fait. Après, peut-être qu'on peut, avant de passer aux questions, Cécile, je voudrais quand même qu'on le rappelle parce que j'ai eu pas mal de dossiers qui sont rentrés dernièrement. Avec l'IA, on a beaucoup de clients qui sont en train de se faire redresser, qui sont des clients qui ont des comptes ouverts à l'étranger et qui ne les déclarent pas. C'est-à-dire plein de Français qui ont de l'argent à Madagascar et qui oublient de cocher la case 5UU de leur déclaration d'impôt. C'est une case dans laquelle vous dites « j'ai un compte à l'étranger » et quand vous cochez cette case-là, ça vous ouvre un formulaire qui s'appelle le formulaire 3960, qui est un formulaire dans lequel vous dites « eh ben voilà, j'ai tel compte ouvert, on ne vous demande pas le montant, dans telle banque. » Et ça vous évite d'avoir une amende de 1 500 € par an par compte non déclaré à l'étranger. Alors, plein de gens s'imaginent que l'État français n'est pas au courant, mais il y a un échange automatique des données avec Madagascar, il faut que vous le sachiez. Donc, avant, l'administration fiscale ne traitait pas de façon très rapide ces dossiers. Là, on a vu qu'il y a des pays qui se sont amusés à rappeler l'argent de leurs contribuables chez eux gratuitement. C'est le cas avec l'Algérie dernièrement. Et on a vu pas mal de redressements fiscaux arriver de gens qui déclaraient pas leurs comptes et qui sont susceptibles d'avoir en plus 80% d'impôts en plus pour mauvaise foi. Et en plus, ils perdent l'application des conventions fiscales qui évitaient la double imposition. Donc, pour tous les Français résidents de France qui ont des comptes ouverts à l'étranger ou qui possèdent un pouvoir sur un compte ouvert à l'étranger de leurs parents ou autres, même si vous n'avez qu'un pouvoir, il faut les déclarer en fin d'année, jouer la transparence, parce qu'aujourd'hui, sachez que l'IA permet des recoupements incroyables à toute vitesse, avec des questions qui fusent et vous risquez de gros soucis. Donc, mettez-vous bien en règle avec toute cette législation fiscale qui évolue très vite.
Oui, c'est bien, c'est important de le rappeler. Voilà. Bah, Est-ce écoute, que vous voulez moi qu'on c'est… réponde à des questions maintenant, peut-être? Alors oui, on va peut-être répondre à quelques questions. Alors on a une question, donc c'est un monsieur, alors je ne sais pas s'il est résident en France ou s'il est résident à Madagascar, mais qui possède une maison à Madagascar qu'il souhaite léguer à ses deux enfants. Et il souhaiterait savoir si il doit consulter un notaire malgache ou un notaire français. Il précise qu'il ne souhaite pas que le bien soit transmis à une tierce personne dans le cas où l'enfant ne souhaiterait pas le conserver. Il réside en France. Il est résident français? Ouais. Oui, d'accord, très bien. Donc, monsieur est résident français. Donc, il demande si il doit consulter un notaire malgache ou un notaire français et dans quelle mesure il pourrait limiter la transmission du bien au profit d'une tierce personne, dans le cas Alors, où ses enfants souhaiteraient est-ce que, renoncer. est-ce que tu peux lui poser la question parce que les non-malgaches, enfin les non-citoyens malgaches peuvent pas être propriétaires. Ça veut dire Alors, ça veut dire qu'il est il citoyen malgache? est binational et ses enfants également. Binational. Ah, c'est pour ça qu'il est propriétaire. Cécile, je Exactement. te laisse répondre ou tu veux que je réponde? Bah, Vas-y. en fait, il peut consulter un notaire français, pour moi, Olivier, hein. Il peut Ah, consulter. en réalité, pour moi, il faut les deux. Ouais. Ah, toi, tu dirais les deux. Moi, je dirais déjà qu'il commence par consulter un notaire français. Mhm. Bon, Mais après, est-ce qu'il est marié, ce monsieur? Il ne nous dit pas s'il est marié ou pas. A priori, Alors, il va nous le dire. moi, je ferai un testament en léguant à mes enfants. Mais après, a priori, les enfants sont protégés par la dévolution, que ce soit en France ou à Madagascar. Donc, moi, j'irais plus loin, Cécile, tu vois. vas-y. J'irais plus loin. Je lui conseillerais même de faire une donation de son vivant. Ah, Parce, ça, c'est parce que, encore. ben ouais, parce que tu vois, tu fais il va aller nous faire un testament et autres, mais il va transmettre ça à son décès avec des droits, peut-être. Alors que Mhm. s'il fait une donation, on va pouvoir déduire de la valeur de son bien son usufruit. Donc, ça va décoter les droits de succession à payer. C'est pour ça que je dis il faut qu'il aille voir les deux parce qu'il va être obligé de faire la donation avec un notaire malgache. Nous, on peut pas faire une donation d'un bien immobilier à Madagascar. C'est un domaine exclusif du notaire de là-bas. Par contre, on aura besoin de ce qu'on appelle, nous, une copie authentique de l'acte pour la déposer au rang de nos minutes, pour l'enregistrer au centre des impôts, pour que cette donation prenne date certaine auprès du fisc français, pour pas qu'au moment du décès, on nous dise que ça s'ajoute dans l'actif taxable de la succession. L'avantage, c'est que s'il fait une donation, c'est qu'il le fait de son vivant. Donc, il a pleinement le contrôle de la transmission tant qu'il est vivant. Donc, à ce moment-là, effectivement, il faut qu'il s'adresse à un notaire malgache, sans oublier la déclaration, comme l'a dit Olivier. En revanche, s'il ne veut rien donner de son vivant et qu'il veut s'assurer de la transmission à son décès, il peut faire un testament. Et à ce moment-là, un notaire français peut l'aider à faire son testament. Après, tout ce qui est transmission du bien devra se faire à Madagascar au moment de son décès pour la publicité foncière. Après, Alors, monsieur nous précise qu'il est remarié en seconde noces. Donc, je suppose que les enfants sont issus du premier mariage. C'est bien ça, monsieur? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, non, il faut qu'il consulte parce que là, peut-être qu'il va falloir dans le testament, s'il fait un lait, protéger son conjoint pour qu'elle soit pas à la porte, qu'on lui réserve l'usufruit ou du moins un droit d'usage et d'habitation. Donc là, ça nécessite. On va pas aller plus loin avec ce dossier-là parce que là, ça devient vraiment un cas particulier qui nécessite une Consultation. consultation particulière là. Enfin, vous avez les deux possibilités, monsieur, mais là, il faut que vous fassiez un approfondissement. Voilà. Alors, une autre question par rapport à la déclaration des comptes bancaires, justement, on demande si la régularisation a posteriori est possible. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des conséquences à une régularisation Oui, voilà. c'est super que cette personne y pense. Oui, bien sûr. Si vous le faites a posteriori, vous êtes de bonne foi. On ne vous collera pas les 1 500 € d'intérêt de retard, mais il faut que vous repreniez vos déclarations d'impôt dans le passé, que vous avez le droit encore de les corriger après coup, hein. Et vous la faites pour cette année, vous remontez sur l'année d'avant et vous faites vos déclarations de vos comptes ouverts à ce moment-là. Et l'administration fiscale, à partir du moment où vous êtes de bonne foi et que vous dites, voilà, bah, j'avais oublié, je viens d'apprendre, vous avez le droit aussi de ne pas tout savoir, même si normalement,
nul n'est censé ignorer la loi. Ils sont assez souples là-dessus et ils n'iront pas vous coller. Enfin, moi, dans tous les dossiers où j'ai fait après coup, ils nous ont pas collé de pénalité ni rien et ça s'est bien passé. Donc, je vous invite à le faire même rétroactivement. Oui, puisque vous montrerez que vous êtes de bonne foi. Et avec le centre des impôts, c'est toujours important de montrer qu'on est de bonne foi. Parfait. Bon. Voilà. Alors, on n'a pas d'autres questions. Ça veut dire que vous avez été très clair, j'ai envie de dire. Attendez, quoique, non. Tu remontes encore un petit peu, il me semble qu'il y a une question. Quel est le lien entre régime? Alors là, en fait, il y avait une question qui demandait quel était le lien entre régime matrimonial, testament et profession juriste, mais ça a déjà été expliqué en fait. Ouais. Non, mais je peux reprendre, moi, c'est pas compliqué. Lorsqu'on doit régler une succession de quelqu'un qui était marié, donc qui laisse un conjoint survivant et des enfants, par exemple, il va y avoir deux niveaux, comme deux étages, si vous voulez. Le premier niveau, c'est le régime matrimonial. Pourquoi? On doit déterminer quel était le régime matrimonial pour savoir ce qui va rester au conjoint survivant et comment sont répartis les biens du couple, si vous voulez, entre le conjoint survivant et la personne qui est décédée. Du coup, ce qui reste à la personne qui est décédée va descendre au deuxième niveau, dans le niveau de la succession. Et là, on va regarder quels sont les droits de chacun, les droits de l'époux survivant, dans ces biens qui sont issus, qui sont que dans la succession, et quels sont les droits des enfants, s'il y a des enfants. Donc, régime matrimonial, c'est important pour savoir ce que l'époux décédé va laisser dans sa succession. Et ensuite, lorsqu'on traite la succession, on regarde quels sont les droits de chacun. La professio juris, qui est établie par testament, c'est-à-dire le choix de loi que l'on fait pour la succession, va permettre de déterminer, selon la loi qui va être appliquée, quels vont être les droits, comment on va répartir les biens qui sont dans la succession. Voilà, deux niveaux. Et dans le deuxième niveau succession, s'il y a un testament ou pas, on voit quelle loi s'applique et ça permet de savoir qui va avoir quoi et combien. Alors, merci beaucoup Cécile. J'ai une autre question d'un auditeur. Donc, c'est une personne, donc un citoyen français qui n'est pas marié, qui a acheté un bien, un terrain au nom de sa compagne en se réservant l'usufruit et va faire construire un bien immobilier sur cette maison. Il a 2 enfants en France et il souhaite savoir comment organiser la transmission de ce bien. Déjà, C'est je suis surpris complexe qu'il ait comme pu. question, mais Ouais, je suis surpris qu'il ait pu se réserver un usufruit, puisque un usufruit, c'est un droit réel immobilier, et que quand on n'a pas la citoyenneté malgache, on ne peut pas acheter. Donc, c'est peut-être un droit d'usage et d'habitation que sa compagne lui a réservé à ce moment-là. c'est possible. C'est probablement ça, oui. Ouais. Mais lui, en fait, ta question, c'est savoir comment il va transmettre son droit d'usage et d'habitation, quoi. Mais il ne peut pas le transmettre, je pense. C'est parce que là, compliqué. ça appartient à son épouse, donc c'est plus sa succession à lui. Là, si ça a été acheté au nom de son épouse, c'est la succession de son épouse. Alors, c'est même pas son épouse, c'est sa compagne, hein, parce qu'il n'est pas marié. Le monsieur n'est pas marié. Ouais, donc le bien, il sera transmis aux héritiers de sa compagne, point, pas ses héritiers à lui. Alors, quelles sont les solutions éventuellement de voir s'il peut se marier et voir si sa compagne peut éventuellement adopter ses enfants à lui. En France, on connaît l'adoption simple. Donc, même quand on est adulte, on peut créer ce lien juridique entre un beau parent et les beaux enfants. C'est peut-être une piste pour qu'il puisse anticiper et transmettre ce bien qu'il a financé, quoi, finalement. Très bien. Donc, j'ai une autre question. Donc, est-ce que le changement de régime matrimonial peut se faire a posteriori et auprès d'un notaire français, malgache ou les deux? Voilà la question qui m'est posée. Je pense que on peut, hein. Alors, il faut regarder évidemment quelle période on est marié, etc. Mais on peut faire des déclarations de choix de loi applicables et de choix de régime matrimonial. On peut a posteriori. Alors après, il faut voir si c'est un bien situé à Madagascar. Ça va avoir une implication sur la publicité foncière. Donc là, un notaire malgache devrait intervenir. Donc il faudrait consulter un notaire malgache
qui sera plus à même de nous répondre peut-être précisément sur cette question. Mais c'est possible, voilà. Oui, le sujet, c'est est-ce que c'est possible à poser. Voilà. Si vous préférez, il y a deux façons de changer de régime. Soit vous utilisez le Code civil français, soit vous utilisez la Convention régime matrimonial européenne. Pour utiliser la Convention régime matrimonial européenne, qui est plus souple que le Code civil français, il faut que vous ayez dans le couple une des personnes qui soit de citoyenneté française. Dans ces cas-là, vous pouvez changer de loi. Ça veut dire quoi changer de loi applicable? C'est-à-dire, s'ils se sont mariés sous le régime malgache, il faut dire que dans l'avenir, on va être sous le régime français et dans le régime français, choisir soit le régime de la communauté qui est le régime légal ou un régime autorisé par la loi, c'est-à-dire une séparation de biens, une participation aux acquis ou une communauté universelle. Vous êtes obligé de changer de pays et de loi applicable si vous utilisez la convention. Maintenant, vous avez aussi un deuxième moyen quand les gens ont tous les deux la double nationalité, c'est de passer par le Code civil français pour changer de régime. Mais là, vous êtes des fois obligé de demander l'autorisation au juge quand vous avez des enfants mineurs, ce qui est un peu plus lourd et un peu plus onéreux. Donc, en réalité, on étudie à chaque fois cas par cas. Donc, la réponse, c'est certainement qu'il peut changer, le monsieur. Ça serait certainement moins cher de changer en passant par le régime, par la convention régime matrimonial, parce que la convention régime matrimonial nous permettrait de garder son ancien régime jusqu'au jour où on a changé. Par exemple, s'il était marié en séparation, on pourrait rester marié en séparation jusqu'à demain et passer en communauté de demain jusqu'à son décès. Alors qu'en France, lorsqu'on va changer rétroactivement pour toute la vie. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on étudie du cas par cas. Des fois, on fait des changements de régime parce qu'on a peur qu'il y ait une faillite et que les biens soient mangés avant d'acheter. Et donc, on passe en séparation pour que l'un des époux puisse acheter tout seul parce que l'autre a un métier dangereux. Bien sûr. Pour la protection. Et après, quand c'est un cas particulier, selon où on est marié, ce qu'on a dans le patrimoine, il faut quand même consulter précisément, notaire malgache, notaire français, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. De toute façon, quand on est dans des cas de droit international, à chaque fois, il ne faut même pas vous poser la question de savoir qui on consulte. Vous consultez les deux. Et le notaire français et le notaire malgache. Parce que si vous allez voir un notaire français qui ce jour-là n'est pas bien réveillé, il peut passer à côté d'un truc. La discussion entre différents notaires de différents pays permet d'avoir un maximum de sécurité pour vous. Puis en plus, vous allez réagir avec votre connaissance. Le notaire malgache avec sa connaissance, le notaire français avec sa connaissance. Et plus il y a de connaissances, plus on va avoir un dossier bien monté. Super. Merci Olivier. J'ai une autre question. Le droit malgache lèse l'époux, l'épouse en matière de succession au détriment des enfants, c'est ce qui a été compris. Oui. Quelle solution pour protéger l'époux ou l'épouse? C'est les testaments. Testament, ouais. Le testament, nous en France, on utilise la donation au dernier vivant, qui est reconnue, qui sera reconnue là-bas, mais il faudrait encore que ça soit la loi française applicable. Après, comme c'est une donation entre époux, la donation entre époux, elle voyage mal. Il faut que vous disiez que toutes les donations entre époux que vous faites, quand vous êtes dans un dossier international, il y a un risque que le pays dise « Ah bah oui, mais c'est une donation au dernier vivant, on ne l'applique pas. » Donc, l'idéal, c'est de passer par un testament. Vous vous dites « Voilà ce que je veux, voilà le résultat. » Et vous allez voir le notaire et celui-ci fera soit votre testament, soit il se mettra en contact. Parce que moi, là, franchement, si vous habitez à Madagascar, c'est peut-être aussi bien que ce soit un notaire malgache qui fasse votre testament, mais nous, on intervient, on le monte avec lui, on le lit, on regarde comment il va s'appliquer en France, puis lui, il le reçoit. Voilà. C'est souvent le cas en réalité. Surtout si vous avez encore des biens en France ou une assurance vie en France ou des placements financiers en France, c'est quand même important de consulter aussi un notaire français pour avoir les conséquences de la transmission. Oui, tu as raison de parler de l'assurance vie parce que comme on n'a pas de questions, on a encore 2 minutes, tu vois, les assurances vie, les gens, ils s'en vont à Madagascar, ils gardent leur assurance vie en France en se disant, c'est de l'argent qui est placé en France, elle est sécurisée. À Madagascar, j'ai un peu peur qu'elle se perde. Et puis, à Madagascar, il n'y avait pas de droit de succession, alors qu'en France, si ça a été abondé après 70 ans, on a des droits de succession sur les assurances vie. Et puis, si c'est avant 70 ans qu'il y a plus de 151 000 euros par bénéficiaire, on a ce qu'on appelle un impôt sui generis de l'article 990 I du Code général des impôts qui vous taxe à 20 ou 25%, 30%.
Donc, pourquoi garder un contrat d'assurance vie en France? Il faudrait peut-être aller le faire tout simplement si vous voulez être sécurisé au Luxembourg. Puis vous n'avez plus de droit de succession en France. Vous voyez, il y a plein de questions à vous poser. C'est ce qu'on appelle, nous, un dossier de gestion de patrimoine qu'on fait avec les clients internationaux. Ils nous donnent toutes les données, tous leurs biens. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Et puis, en fonction de ça, on leur dit, bah, ça a changé. Ça a changé. Ça, il faudrait plutôt faire ça. Votre dossier Et pose adapté, selon le patrimoine qui est à géométrie variable, en fait. Donc, Ouais, consulter en réalité, parce que vous voyez, on avait oublié de parler de l'assurance vie parce que vous n'avez pas posé la question, mais moi je vois assez souvent qu'on a des doubles impositions, notamment avec l'Espagne. Alors là, vous avez de la chance. En ce moment, il n'y a pas de droit de succession à Madagascar, mais est-ce que ça va durer? Parce que la loi prévoyait des droits de succession et il y a eu des lois d'exonération lorsqu'on est venu il y a 2 ans, hein, Cécile. Donc là, je sais que vous avez changé de président. Est-ce que ça n'a pas changé cette loi? Peut-être que M. Frasselin, il pourrait nous le dire. Est-ce qu'à sa connaissance, il y a eu un peu de changement sur la fiscalité? Je ne sais pas. Non, pour l'instant, pas de changement sur la fiscalité des successions depuis le changement de régime politique du début du mois d'octobre. Ouais, ben, ça veut dire quand même qu'il faudrait que les personnes qui veulent faire des donations, ils se dépêchent parce que là, vous avez encore une fenêtre incroyable d'ouverte. Elle va peut-être pas durer, hein. Oui, tout à fait. Parce Alors, que pardon, Olivier. Je te Non, laisse parce que c'est quand même un pays, lorsqu'on est venu, il y a quand même beaucoup d'investissements à faire, Madagascar. Donc, pas de droit de succession dans un pays où il y a beaucoup d'investissements, alors qu'en France, on en prend alors que voilà, le PIB par rapportant est plus important. On risque à un moment donné peut-être de revenir à des droits de succession plus importants. Alors, une autre question, Olivier Cécile. Donc, est-ce que la loi applicable en cas de divorce, donc dans le cas d'un mariage sous régime malgache avec contrat de séparation de biens après 2019, donc est-ce que la loi applicable est remise en cause si la résidence habituelle est en France? Je peux te laisser répondre, Cécile, à ça, parce que j'aime pas trop les divorces. Est-ce que la loi applicable est remise en cause lorsque un mariage à Madagascar? Alors, en cas de divorce, donc le mariage est sous le régime malgache avec contrat de séparation de biens après 2019, et que la résidence habituelle est en France au moment du divorce, est-ce que la loi applicable est remise en cause? La loi applicable malgache est-elle remise en cause dans ce cas-là? Alors, la loi applicable la loi applicable au régime matrimonial, est-ce qu'elle va être remise en cause? Exactement. Non, non, non. En fait, nous, on va être attentif, c'est la loi qui va être applicable au divorce lui-même. Donc, quelle loi de procédure, quelle loi de divorce va s'appliquer au divorce? Donc là, ce sera la loi française si c'est la résidence habituelle est en France. Mais par contre, le régime matrimonial, non, il ne va pas être remis en cause. Mais sauf, alors il y a juste à vérifier quand même, si on s'est marié entre le 1er septembre 92 et le 29 janvier 2019, s'il y a eu un changement de régime matrimonial automatique. Hein, je rappelle que quand on s'est marié dans cette période-là, si on a vécu par exemple plus de 10 ans en France, eh bien automatiquement on se trouve marié sous le régime français de la communauté si on n'a pas fait de contrat de mariage. Donc, il y a ce cas. Hors cas de changement automatique de loi, si on est marié entre le 1er septembre 92 et le 29 janvier 2019, autrement, non, il n'y aura pas de remise en cause du régime matrimonial qui a été adopté au moment du mariage. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai juste une dernière question. On a déjà répondu, si j'ai bien compris, le conseil, c'était de faire un testament. Parce qu'en fait, le monsieur. Ou un legs du vivant. Non, legs du vivant. En fait, parce que le monsieur craignait qu'il y ait un. Alors, il nous indique qu'il souhaite transmettre son bien, du moins immobilier, situé à Madagascar, à ses 2 enfants qui sont franco-malgaches. Que se passe-t-il si l'un des enfants refuse la succession? Il ne veut pas que l'autre soit lésé. Déjà, avant de dire je refuse la succession, il faut qu'on sache quelle est la loi applicable à la succession. Parce qu'on peut refuser une succession en France, peut-être qu'à Madagascar, le refus d'une succession est complètement différente du droit français. En France, le refus vous libère de tout. Donc là, il faudrait d'abord qu'on réponde à sa question, quelle serait la loi applicable? Lui, il est résident habituel en France. Donc, vis-à-vis de la France, c'est la loi française qui s'applique.
Mais comme la loi française dit que c'est la loi française, mais que la loi malgache dit que c'est la loi de la situation de l'immeuble, Madagascar va dire que c'est la loi de Madagascar qui s'applique. Donc, eh ben, il faut consulter un notaire de Madagascar pour voir si on peut renoncer à une succession là-bas. Parce que là, nous, on ne peut pas répondre à cette question-là. On peut simplement dire qu'au moment de la succession, ça va être la loi malgache qui s'applique et qu'il faut, il faut aller creuser là. C'est pour ça que je Merci. préférerais qu'il donne de son vivant. Oui, c'est mieux. Pour être sûr de laisser personne, donner du vivant, c'est beaucoup mieux. Ben, il aura accepté le fils, c'est sûr. Au moins, s'il refuse, on le saura tout de suite. C'est Bah clair. ouais, il n'y a plus de sujet. Alors, je vous laisse le mot de la fin, 1 minute chacun. Après, je te laisserai 1 minute et on clôturera parce qu'on a promis de se tenir à 1 heure. Donc, encore merci à vous toutes et tous. Alors, dans le cadre de notre mission de notaire, hein, donc dans le cadre de ce qui nous est demandé par le Conseil supérieur du notariat, afin de remplir notre mission vis-à-vis des Français qui vivent à l'étranger, donc aujourd'hui à Madagascar, le message que l'on martèle, c'est toujours de se renseigner, si possible, avant de s'expatrier, mais si on n'a pas pu le faire avant, pendant son expatriation ou au moment où on est en train de prendre des décisions qui vont être quand même importantes vis-à-vis du patrimoine et vis-à-vis du point de vue de la transmission de ce patrimoine. Bien se rapprocher soit de notaires français qui sont spécialisés en droit international privé, qui vont vous aider à vous retrouver dans ce méandre de règles juridiques, de lois d'un pays ou de l'autre, puisque forcément ça aura des conséquences sur votre patrimoine, sur la famille, sur les relations des membres de votre famille. Donc voilà, moi mon message principal c'est celui-là. Surtout bien vous renseigner. Et nous, les notaires spécialisés, on a l'habitude de travailler en réseau avec des notaires de Madagascar. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour la communication. Alors moi, je vais complètement confirmer ce que tu viens de dire et puis je vais me rappeler quelque chose qu'on avait découvert lorsqu'on était allé à Madagascar. C'était quand même dans le règlement des successions, on avait parfois, enfin les notaires avaient parfois des difficultés avec des enfants qui apparaissaient après le décès et qui n'étaient pas des enfants du décédé parce que lorsqu'il y a des naissances, les gens qui vont déclarer à la mairie ont tendance des fois à signer plusieurs feuilles en blanc. Et puis après, ces feuilles, elles sont revendues pour mettre des enfants au nom de certains Français qui sont pas réellement. Donc, le consulat est obligé d'aller vérifier. Alors, moi, j'aimerais bien que vous me fassiez tous des testaments, les Français, d'abord pour mettre une profession juriste ou pas, puis pour dire aussi, ben voilà, j'ai 3 ou 4 enfants. Qu'on se pose pas la question quand vous allez mourir, si j'en ai 2 de plus, on va se dire, ben, comment ça se fait qu'il nous les a pas déclarés, ces 2-là? Au moins, on sera qu'il y a une difficulté et ça va nous permettre d'être plus attentifs. Hein, parce que c'est quand même, on a été, nous, hyper surpris avec ces grosses difficultés qu'il y a là-bas, avec certaines personnes dans des mairies qui ont tendance à aller vers la facilité pour essayer de faire un peu d'argent de poche. Merci. Voilà, donc soyez prudents. Très bien, c'est noté. Merci Alors, je conclurai simplement en remerciant encore Cécile et Olivier pour votre expertise. C'était vraiment très intéressant et très clair. Et puis, j'invite vraiment à les expatriés, notamment, à consulter leur notaire, à faire des testaments, effectivement, comme ça a été suggéré par Maître Lecomte. Et voilà, ne pas hésiter à vous rapprocher de votre notaire pour toute question relative à votre régime matrimonial, à la transmission de votre patrimoine, des questions relatives à l'anticipation de la transmission de votre patrimoine dans le cadre de votre succession. Voilà, c'est ce que. Et puis je voulais aussi remercier bien sûr Madame la députée Amélia de nous accueillir et à toute son équipe. Voilà. Encore merci à vous trois, merci Jean-Hervé. Vous dire que pour nous c'est important et l'objectif est vraiment le même, vous permettre de mieux anticiper pour mieux vous protéger. Et le conseil reste toujours le même, consultez, n'hésitez pas à consulter. Vous avez les coordonnées des notaires sur le site de l'ordre. Dès lors qu'ils sont sur le site, c'est qu'ils sont des notaires de compétences. Et pour les notaires malgaches, en principe, au consulat, vous avez des listes de notoriété. Tu confirmes, Jean-Hervé? Ou vous avez des avocats et de notaires, j'imagine, s'il y en a?
Il y a au moins les avocats et les huissiers. Pour les notaires, je devrais vérifier. Je ne suis pas tout à fait Très bien, certain. On a eu très quelques bien. déboires avec des notaires malgaches qui ont disparu avant d'avoir Ok. Ah ben, ok, exécuté merci. Merci. Donc, je rappelle que nous allons les faire formalités. un petit récap avec un petit guide et tous les gens qui se sont inscrits au webinaire, donc on a vos emails et vous recevrez le lien du webinaire sur YouTube avec le petit résumé qui va bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez toujours pas à écrire sur le mail de la députée amelia.nakafi@assemblée-nationale.fr. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et encore merci, mesdames et messieurs les notaires. Merci. Merci.